Il n'est pas fréquent de vérifier que le hasard fait parfois bien les choses. Ainsi, après 30 ans d'absence, j'aurais pu revenir à Clamecy un autre jour que ce 14 juillet 1949. Mais alors, je ne me retrouverai pas sur les bords de l'Yonne en train de crier à Liole bleu en souhaitant la victoire du jouteur à l'écharpe rouge, comme quand j'étais gamin, spectateur enflammé auprès de mon grand-père Joseph Boiseau. Oui, le hasard a bien fait les choses, grand-père, car j'ai tout à coup l'impression de serrer ta vieille main calleuse comme autrefois, tandis que résonnent comme autrefois les roulements lents des tambours. Comment ne pas imaginer que ce sont les coups du destin que frappent ces tambours, ton destin, que j'ai rencontré ce matin même dans ta maison. Quand je songe que je n'étais venu à Clamecy que pour la vendre, cette maison, je n'aurais jamais dû oublier que, quoi qu'on fasse, rien ne s'efface de la mémoire. J'ai compris que vendre ta maison, c'était comme vendre mon passé. 10 heures sonnaient à la collégiale Saint-Martin, quand je me suis retrouvé devant mon vieil héritage. Je suis entré. Un buffet, assemblage de planches clouées, l'avais-je seulement ouvert 30 ans auparavant? La réponse a été non, car j'aurais forcément emporté cette boîte, où j'ai reconnu l'écriture de mon père sur le couvercle. Grosse lettre appliquée sous un voile de poussière. À classer. J'ai ouvert. Au hasard, j'ai tiré une carte dans ce paquet d'images et de feuillets jaunis. La meilleure carte, grand-père, car tu es là, sous mes yeux, avec ton espèce de chéchia sur la tête. Et cet autre, est-ce bien toi la silhouette minuscule, à l'avant de ce train de bois, de ce gigantesque radeau de bûche, partant pour son héroïque voyage vers Paris? Je me souviens, tu me contais tes combats contre la rivière. Moi, Joseph Boiseau, j'ai fait le plus beau métier du monde. Sans nous, les flotteurs de Clamecy, Paris serait depuis longtemps mort de froid et de faim. Il n'y aurait même plus de Paris. Je riais, je me disais, il exagère, mais toi tu lâchais. Ne ris pas, Étienne. Pendant plus de 3 siècles, nous les flotteurs, nous avons dû dompter l'Yonne comme on dompte un animal sauvage. À peine parti de Clamecy, la bagarre commençait. Et que je te lance le train contre la verge. Et que je te le brosse contre une pile de pont, et que je tombe sous lui le précipice d'un perdu. C'est alors que ta voix s'assourdissait, pour dire combien de compagnons de rivière avaient laissé leur peau dans l'aventure. N'oublie jamais cela, Étienne. Répète-le à tes enfants, plus tard. Oublier. Va, je sais que tu n'exagérais pas quand tu évoquais le froid et la faim s'abattant sur Paris. Car 3 siècles avant que tu vois le jour dans ton cher Clamecy, les Parisiens parlaient avec angoisse de disettes de bois comme ils parlaient de disettes de blé. Où trouver assez de bois de chauffe et de four? Avec l'accroissement continu de sa population, Paris avait brûlé sans vergogne les forêts qui l'environnaient. La grande ville allait-elle décliner et périr, incapable de nourrir et de chauffer ses habitants? Pourtant, des bois du Nivernais et du Morvan y parvenaient déjà, car on avait bien sûr repéré l'inépuisable réserve forestière que constituaient ces pays de Bourgogne. Les bûches arrivaient de Clamecy, où l'Yonne devient navigable, chargées dans des bateaux dont, hélas, le tirant d'eau ne permettait d'emporter que de très faibles masses. Dès lors, comment amener à Paris du bois de chauffe en suffisance et à un prix modéré? C'est à ce moment crucial pour la survie de la capitale que la nécessité a rendu quelques esprits du temps particulièrement inventifs. À commencer par un Nivernais, Charles Lecomte, maître des œuvres de charpenterie de l'Hôtel de Ville de Paris,
qui décida d'appliquer au bois de chauffage scié la technique du flottage pratiquée depuis longtemps pour transporter les bois de charpente. Ces bois de grande dimension étaient assemblés en train, c'est-à-dire en radeaux, qui descendaient au fil du courant, menés par des compagnons de rivière, ou flotteurs, comme on allait dire par la suite. Après avoir garrotté solidement nombre de bûches entre elles, Charles Lecomte fit arriver à Paris le premier train de bois de chauffe en provenance de Châtel-Sanchoir, sur l'Yonne, le 20 avril 1547. Le succès engendrant l'émulation, un bourgeois de Paris, Jean Rouvet, s'ingénia à perfectionner l'invention de Lecomte. Choisissant les périodes favorables au flottage, préconisant de laisser sécher un temps les bois coupés pour qu'ils s'allègent, Jean Rouvet fit si bien qu'à partir de 1549, il fut en mesure d'approvisionner régulièrement en bois brûlé les chantiers parisiens. Le perfectionnement de la technique du flottage n'était pas achevé pour autant. Dès 1550, Guillaume Salonier de Moulins-en-Gilbert entreprit d'amples travaux sur les ruisseaux de la Haute-Yonne, donnant l'exemple de ce qu'il convenait de réaliser pour provoquer des crues artificielles qui emporteraient plus sûrement le bois vers la capitale. L'histoire, un peu oublieuse, n'a honoré que le nom de Jean Rouvet. Il faut dire que travailler pour Jean Rouvet signifiait construire un train, le conduire à Paris, donc toucher un salaire. C'était la bonne saison, trop brève hélas, 5-6 mois au bout de l'an. Le reste du temps, le chômage, plus un sou. Seulement, tu n'acceptais pas de te laisser étrangler par la misère, toi le flotteur. Tu n'as jamais eu de honte à couper le bois, à le marteler, le charroyer ou le jeter dans les ruisseaux. Ces lignes retrouvées de ton oncle Raoul me l'ont rappelé. Cher neveu, hier, 1er novembre, il y a eu foire au bois à Château-Chinon, comme tous les ans. L'embauche pour abattre dans la forêt de Breugnier se fera le 12 à 9 h sur la place de Frétois. Rappelle-toi surtout le 12. Il y a toujours beaucoup de monde pour l'embauche. Embrasse tes parents, ton oncle affectionné Raoul. Alors, tu partais pour Frétois en plein Morvan. Tu passais par Corbigny, Cervon, Vauclès, Ouroux, Blanchet, avant d'arriver chez cet oncle qui te faisait embaucher comme bûcheron dans sa cour. Fallait le suivre, l'oncle Raoul. Je sentais plus mes bras le soir. D'autant que le chêne ou le hêtre abattu, fallait le débiter tout de suite. Et ne va pas croire qu'on sied n'importe comment, mon petit Étienne. Les bûches dont on faisait les trains, tu les appelais des moulées, elles devaient avoir des dimensions très précises. 3 pieds et demi de long et 18 pouces de tour. Pas question de tricher. Ton entêtement à mépriser le système métrique me faisait sourire. Je jurerais bien que de ta vie, tu n'as parlé d'une bûche de 1,14 m de long et de 15 cm de diamètre.
Je me dis que les moments de répit ont dû être bien courts, car le bois scié, disposé en pilons le long des chemins, devait être charroyé jusqu'auprès des ruisseaux, pour que plus tard on puisse le jeter à l'eau. Ça me mangeait les nerfs, Étienne. Ces charrois au pas des bœufs vers les ports de jetage. Oh, ce qui me tardait de rentrer à Clamecy. Est-ce qu'il ne te tardait pas toujours de rentrer à Clamecy, grand-père? Le 6 décembre, par exemple, jour de votre Saint-Nicolas. Jour de fête que ce jour-là. Jour de bal à ne pas manquer. Surtout celui de 1854, où tu as rencontré ta Louise. Elle est là, déjà si douce, ma grand-mère. Et tout fier auprès d'elle, il y a toi. Le temps a coulé, près de 40 années, mais les images restent. Ici, c'est mon père Hubert, avec ma mère Marguerite. Des voisins et des voisines aussi. Et moi. Y a-t-il une date? 1891. J'avais 4 ans. L'année où mes parents sont montés à Paris. Le flottage en train ne se pratiquait déjà plus à l'époque. Mais aucun doute, ses voisins ont été des flotteurs, comme toi. Il suffit de lire leur nom. Paclin, le bien nommé, Use Bouteille. Dumoulin, dit la Carpe, un fameux braconnier de rivière. Et Guillot, dit Moitié peu. C'est vrai qu'il était pas grand. C'était une habitude chez vous, les flotteurs, de vous affubler de sobriquets. Je me souviens même du tien, grand-père, la classe. Il paraît que tu voulais absolument que ton fils sache lire et écrire. À travers mon père Hubert, aurais-tu par hasard éveillé ma vocation d'enseignant? Mais d'autres souvenirs m'arrivent, car te revoici, un marteau à la main cette fois. Tu es en train de marteler des bûches sur un port de jetage. C'était ennuyeux comme tout, Étienne, mais ça payait un peu. Et puis il n'y a pas de sot-métier. Exact, car chaque coup de marteau gravait la marque personnelle du propriétaire sur le bois qu'il avait acheté. Tous les propriétaires étaient tenus à cette pratique, puisque leur bois serait lancé en même temps dans les ruisseaux. Il fallait naturellement que chacun d'eux retrouve son bien quand on tirerait ces bois de l'eau pour les assembler en train. J'ai sous les yeux une vue de ce pays d'Artel où tu partais avec ta Louise, dont la sœur vivait là, mariée depuis des années. De ton temps, cet étang comptait parmi les dizaines qui se succédaient comme les grains d'un immense chapelet le long des ruisseaux Nivernais et Morvandieu. Des réservoirs creusés de main d'homme, pour le moment venu, provoquer un gonflement des eaux chargées de bûches. Guère étonnant qu'au martelage monotone, tu aies préféré le jetage. C'est vrai, Étienne, ça me plaisait le jetage. C'était comme une fête. L'électricité courait dans l'air dès qu'apparaissaient les affiches annonçant la date où on lancerait le bois. Les agents des compagnies embauchaient alors tout ce qui possédait 2 bras dans le plus petit hameau. Et crois-moi, il avait beau faire froid, ça se passait toujours vers la mi-décembre. Sitôt que le jour pointait, les hommes, les femmes, les enfants couraient vers les ports. Et d'un seul coup, une grande mécanique à milliers de bras se mettait en branle.
Comme tu racontais bien, grand-père, le long serpent rugueux basculant dans les cascades. Je les vois plonger, les bûches, puis ressurgir sous l'œil des ouvriers échelonnés au fil du ruisseau pour surveiller leur écoulage. Que l'une d'elles s'accroche dans un bouquet de roseaux, un de ces hommes, on les appelait les poules d'eau, se précipitait avec son picot pour leur pousser dans le flot. Parfois, et c'était le plus périlleux, il arrivait qu'une moulée, se plaçant en travers du courant, échappe à la vigilance. Aussitôt, elle formait barrage. Les suivantes grimpaient les unes sur les autres, s'entassaient parfois plus haut qu'une maison. Alors, crochetant par-dessus, crochetant par-dessous, les poules d'eau se démenaient, risquant à tout moment que l'amoncellement s'effondre. Combien de malheureux ont trouvé la mort dans un fracassement de bûches. La mort en pleine fête du jetage, grand-père. Tu haussais les épaules, résigné. Et que le vent nous collait les chemises glacées sur le corps, petit. Les fluxions de poitrine s'attrapaient plus vite que la fortune, je t'assure. Alors forcément, des matins, certains manquaient à l'appel. Ma mère n'est pas morte autrement, tu le sais. Malgré tout, la vie devait continuer. Fatalement, comme devait continuer le flottage à bûches perdues, que la mort d'une pauvre poule d'eau ne pouvait arrêter. Du ruisseau d'Artel, le bois passait directement dans le Beuvron, qui se jette dans l'Yonne à Clamecy. Là, il était tiré et séché en attendant d'être assemblé en train. Dans le Morvan, c'était différent. Un premier écoulage dit Petit Flot était d'abord arrêté au confluent des ruisseaux avec l'Yonne. Les bûches, après un parcours de 30 à 40 km, étaient alors tirées et réempilées pour sécher jusqu'en mars. C'est alors qu'avait lieu un second écoulage à bûches perdues, le flot général, ou grand flot, comme on disait. Allons les Normandiaux, chantons la Normandelle, chantons nos clairs eaux et la forêt si belle, la truite au bond léger dans les roseaux fleuris, et notre voix flottant qui vogue vers Paris. Il souffle à l'approvant parmi nos solitudes, on dit que le Morvan est un pays bien rude, et si les pauvres et fiers, ils nous traitent tous ainsi, et qui ne l'aiment pas n'est certes pas d'ici. On veut la liberté dans nos montagnes noires, nos pères ont lutté, pour elles non sans gloire. Rêveurs de coup d'état, ces armes 4 sous, les braves Morvandiaux se moquent bien de vous. Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, les voix, les frais, les eaux, aimés d'un cœur fidèle. Nos bûches qui s'en vont, Paris s'en chauffera, nos plats et la maman, Paris s'en passera. J'ai jamais jeté pour le Grand Flot, Étienne. Le Grand Flot, je l'attendais ici, de pied ferme, avec les autres, et les femmes, et les enfants, tout Clamecy, quoi. Enfin, presque, grand-père, mais il est vrai que sur une population d'un peu moins de 6000 âmes, les 400 ou 500 flotteurs avec leurs familles, ça faisait plus de 2000 personnes à vivre du flottage. Autour du 15 mars, on ajoutait au gros débit des rivières la force des eaux retenues dans tous les étangs. Une lâchure énorme qui amenait à Clamecy et dans les villages alentours la totalité des bois en attente dans le Morvan. Partout, l'on guettait l'arrivée des premières bûches. Les moulets, les blancs, le Grand Flot arrive. Oh, on allait enfin pouvoir s'atteler à son vrai métier. Sais-tu, mon petit, que ça faisait des millions de bûches, une épaisseur de plus d'1 mètre. Allez, 6 mètres au tirage. Mais d'abord, arrêter le flux intarissable des moulets. C'était l'agent général de la compagnie désintéressée au flot de la Haute-Yonne qui réglait l'écoulage.
Ce tout-puissant personnage ordonnait la mise en place des chevalets qui retenaient la part du flot attribué à chacun. Établis en remontant Lyon autour de Lucie, Coulanges, Pousseau et Surgy, la Forêt, Clamcy et Armes, les ports étaient divisés en ateliers où, sitôt l'ordre de tirer donné par les gardes-ports, la grande mécanique humaine se remettait en marche. Pendant des jours et des jours, Croc et Picot plongeaient pour harponner, tirer, enlever. Pas une bûche n'échappait, Étienne, t'entends bien. Et les dernières, on allait les crocheter au milieu de la rivière. Et tant pis si on se mouillait la culotte et le reste. En arrière des tireurs, des porteurs dégageaient les boulets à pleine broyée vers les chantiers de triage. Tricage, petit, on disait tricage. Ça, c'était le labeur des femmes et des gosses. Refaire des piles par marque de propriétaire. Crevant aussi, c'est sûr. Mais il y avait une paye au bout. La chaîne n'était pas finie. Une fois classée, les moulées étaient reprises par d'autres porteurs pour qu'elles soient montées en pile définitive. Rien ne pouvait être laissé à l'improvisation dans ce fantastique charroi de bûches. Une pile de 3 mètres sur 3 correspondait à 10 stères, un décaster, la mesure de base. Les piles devaient toujours mesurer 3 mètres de haut, et en longueur, un multiple de 3. Les jurés compteurs qui enregistraient les quantités de bois des propriétaires n'avaient alors qu'à appliquer leur pige pour savoir tout de suite quel cubage avait l'ensemble. D'autres agents de la compagnie, les gardes-ports, veillaient à cette mise en état du bois. Les gardes-ports, tu les aimais pas trop, grand-père, avec leur contrôle tatillon sur les bois de fée, ces 7 rondins que chaque ouvrier avait le droit d'emporter le soir. Ah, en prendre de plus, c'était des sous mal gagnés qu'ils clabaudaient. J'aurais bien voulu les voir construire un train, tiens. Ils auraient vu si ça aussi, c'était des sous mal gagnés. Construire un train, les grands mots lâchés, et quelque chose d'aussi difficile à expliquer qu'à faire. Ce que j'ai retenu, grand-père, c'est que tu fabriquais d'abord des sortes de cages, où les bûches étaient ligotées avec de minces baguettes de noisetier. Les rouettes, qu'une tordeuse trempait dans l'eau pour les assouplir. Puis un enfant, le garnisseur, faisait pénétrer de force avec sa pidance des petits bois entre les bûches pour que l'ensemble tienne le plus serré possible. La première cage, tu disais branche dans ton langage. Donc la première branche était poussée jusqu'à la rivière où elle flottait en attendant les 3 suivantes. Ces 4 branches, reliées par des rouettes plus fortes, formaient un coupon. Et c'était 18 coupons que tu fabriquais ainsi, du grand art. Car au bout du compte, ton radeau mesurait près de 5 mètres de large sur 72 mètres de long. Une masse de 240 stères qui s'en irait vers la capitale. Malheureusement, tu ne savais jamais si tu construirais un train que tu conduirais à Paris. Tu grondais. La faute aux faiseurs de flottage, qui choisissaient qui voulait pour flotter. Nous, on était toujours à se demander si on serait sur leur liste.
Au vrai, les coups venaient de plus haut, de la compagnie des intéressés au flot de la Haute-Yonne, celle que vous appeliez justement le commerce, celle qui faisait la pluie et le beau temps. Pour assurer l'approvisionnement de la capitale, les autorités n'avaient jamais eu qu'une doctrine, tout pour Paris. Et à coup d'ordonnances prises en leur faveur, les négociants avaient obtenu le droit de créer sur les cours d'eau tous les aménagements nécessaires à un transbordement dont l'ampleur exigeait une organisation sans faille. C'est ainsi que propriétaires de bois et marchands locaux, ceux qu'on appelait les forains, s'étaient tout naturellement regroupés en compagnies de flottage. Une pour la cure, une pour le Beuvron, et de loin la plus importante, celle de la Haute-Yonne, qui réglait avec sûreté, sur les ports de Clamecy, le dépôt de la plus grosse partie des bois. C'est à Clamecy, en juillet-août, que les forains débattaient les prix avec les marchands parisiens. Mais fort des appuis que l'on sait, ces gros marchands eurent au fait d'imposer leurs tarifs aux propriétaires, donc en cascade, à tous ceux qui vivaient du flottage, comme de contrôler le dépôt des bois sur les ports. Maîtres des décisions et bons calculateurs, ils en firent établir de nouveau en aval de la ville, à Pousseau, Coulanges et Lucie. En ces lieux, les habitants ayant déjà la ressource des travaux agricoles se montraient moins regardants qu'à Clamecy, où les revenus provenaient essentiellement du travail procuré par le flot. Voilà pourquoi du travail, vous n'en aviez pas toujours, grand-père. Pourquoi vos salaires étaient étranglés et pourquoi vous barriez, comme tu disais. Barrer, dans la langue des flotteurs, c'était faire la grève. Tu m'as beaucoup parlé de celle de juin 1856, sans doute parce que cette année-là, tu avais une raison de plus de demander de l'augmentation. Grand-mère venait de te donner un fils. Mon père, Hubert. C'était peut-être une raison, Étienne. Mais quoi, le pain, la viande, tout avait augmenté. On faisait pas les mauvaises têtes, on voulait manger. Alors on a barré, c'est simple. Et figure-toi qu'à la fin du compte, le commerce a tout lâché en donnant de plus pour faire les trains et les descendre à Paris. Avec tout de même une menace à la clé, grand-père. L'article 450 du Code pénal aurait envoyé pour 5 ans en prison ceux qui se seraient obstinés dans la grève. Mais toi, tu voyais qu'une chose. Ils avaient lâché. Et tu jubilais. Presque un mois à barrer, Étienne. Tu penses si j'ai embarqué la joie au cœur? La joie au cœur? Moi, je me prenais à songer au sort du petit homme d'arrière qui t'aidait à diriger le train jusqu'à Auxerre. À ce gamin que tu avais toi-même été pour ton père et qui n'emmenait pas large quand les commis de navigation plantés sur la rive hurlaient « La pointe de l'eau !» annonce que la crue artificielle arrivait. Ça cognait dans ma poitrine. Au-dessus de Clamecy, les meneurs d'eau avaient fait ouvrir les vannes. Bientôt, on sentait le courant prendre de la vitesse sous le radeau. Alors mon père empoignait sa perche de 15 pieds, il poussait de toutes ses forces sur le talus et le train gagnait la pleine eau. Moi, je guidais l'arrière. Laisse piler, relève, qu'il criait. Ou à droite, ou à gauche, on passait au ras des pieds de là-dessus, un virage arrivé. Plein de bassiers où on risquait de planter le train, t'imagines? Quel soulagement quand la rivière filait droit. Je respirais. Jamais longtemps. Soudain, le train prenait de la vitesse. Un pertuis. Un pertuis, c'est un passage étroit, construit pour resserrer la rivière aux endroits où elle est basse, afin d'augmenter la hauteur de l'eau. Franchir un pertuis, c'était reprendre de l'air. C'était la frousse assurée, Étienne. Quand le train approchait du pertuis, il était aspiré. Il filait, avec à peine 1 mètre de chaque côté. Mon père devait viser juste. Et d'un seul coup, d'une seconde, il disparaissait dans le bout. À ce moment, il engravait sa perche contre le courant. Le train se cabrait au-dessus des tourbillons. Fallait à toute force m'éviter de piquer du nez. Il serait cassé. La catastrophe. Pendant ce temps, moi, je poussais ma perche pour garder l'arrière en ligne. Le bruit du torrent plein la tête.
Je sentais la queue du train s'élever pendant que l'avant s'abattait dans l'écume. Les maçonneries du pertuis glissaient à toute vitesse sur les côtes. Et soudain, ton cœur se déclenche. Tes tripes se nouent, tes pieds décollent du train qui s'aplatit, plac, dans une gerbe énorme. Oh, on était trempés jusqu'aux os, Étienne. Et on n'était pas assez. Comme tu l'aimais ton métier, grand-père. T'exaltais ainsi alors qu'il y avait 23 pertuis à franchir entre Armes et Auxerre. 23 bons dans le vide, mortels parfois. Heureusement, des dangers pareils se rencontraient moins après Auxerre. Et passé Montreux, une fois sur la Seine, les trains étaient couplés. Il te tardait alors d'être rendu à Charenton, où tu confiais ton radeau aux pilotes parisiens. De ceux-là, tu disais... Des rigolos, Étienne. Reconnais tout de même qu'il fallait pas manquer d'habileté non plus pour faufiler 72 mètres de train au sein d'une circulation fluviale énorme à l'époque. Pas si simple d'éviter les accrochages jusqu'au chantier de l'île Louviers, de la Tournelle ou, plus loin encore, des Invalides ou de Grenelle. C'est dans ces ports parisiens que les trains étaient déflottés. Les bûches lavées, brossées et réempilées en immenses théâtres. Mais pourquoi l'aventure était terminée? Tu repartais pour Clamecy. 4 jours à pied. 52 lieues, avec dans le dos la cassette, contenant tes effets et des interrogations plein la tête, parce que la vie ne s'arrêtait pas sous prétexte que tu flottais vers Paris. Parmi les événements qui ont marqué ta vie, je me rappelle ton retour à Surprise, début décembre 51. Avec les Parisiens, au petit matin du 2, tu avais découvert des affiches qui annonçaient que l'Assemblée nationale était dissoute. Louis-Napoléon Bonaparte renversait la République. Osez faire ça, Étienne, je me suis dit. Paris va s'enflammer. C'est la Révolution. Eh ben non, grand-père. Pas cette fois. Et tu es reparti dans ton pays sans te douter que c'était ton petit Clamecy qui s'enflammait. Comment j'aurais pu supposer? J'arrive à Bethléem, une barricade me barre la route, avec au-dessus le grand vautier d'Ilablette qui me crie « Ah, petit poisson, ton père est parti flotter, tu tombes à pic pour le remplacer. » Et me voilà sur la barricade, avec un fusil dans les mains. Ce que je te raconte, c'était le soir du 6 décembre. Marche. Les cloches, elles sonnaient pas pour la fête. Plus tard, un monsieur est passé. Il a trouvé bizarre que je sois tout seul. Il m'a dit « Tiens bon, mon garçon, je t'envoie du renfort. Nous l'aurons, la République démocratique et sociale. » Les renforts, je les ai pas vus. Ce que tu n'as su qu'ensuite, c'est que les insurgés de Clamecy avaient l'intention de marcher sur Paris pour se joindre à la masse des opposants à Louis-Napoléon. Mais nulle part ailleurs, il n'y avait de masse d'opposants. Et quand la nouvelle a été connue, même les plus remontés se sont enfuis. Oui, le 7 à la nuit, les gars ont pensé « Reste pas là », certains me disaient « Va te cacher ». Et puis la troupe est entrée dans Clamecy. La chasse aux insurgés a commencé. Quel ramassage ils ont fait dans les campagnes. Plus de 700. Jusque fin mars, on a entendu parler des jugements. 2 hommes ont été guillotinés, tu te rends compte. Et des dizaines d'autres envoyés pourrir à l'autre bout du monde. À Cayenne. Je me souviens du cortège des condamnés. Il a passé là très matin sur la route d'Auxerre. C'était comme un enterrement.
voix se cassait, tu n'avais plus envie de parler. T'en avais vécu d'autres, pourtant, avant comme après. La preuve, cette feuille pliée en 4, qui a manqué se déchirer entre mes doigts. C'est à peine si j'ai pu déchiffrer l'écriture. Prendre autant que nécessaire des infusions d'IPK. Après chaque vomissement, une cuillère d'huile de mélisse. Un bain chaud le soir. Si possible, glace sur la tête. À répéter tant que dure la maladie. Signature de médecin illisible. Je me souviens, tu m'as dit que c'était en rentrant de Paris, début juin 54. La femme macho a couru au-devant de toi en criant « Il y a eu un malheur, Joseph. Il y a plein de malheurs à Clamecy en ce moment. Le choléra. Ton père. » J'ai posé ma cassette et je suis allé droit au cimetière des 6 journaux. Saloperie de maladie. Ça faisait 3 fois en 20 ans qu'elle tapait sur Clamecy. Plus tard, tu m'as reparlé de cette saloperie de maladie. Elle venait de Pologne, paraît-il. Et un mot poussant l'autre, tu as prononcé un mot bizarre, quelque chose comme Kreisowitz. C'était un Polonais. Il était musicien dans son pays. Vers le soir, il arrivait sur les ports, son violon sous le bras. Avec son drôle d'accent, il demandait où on faisait la veillée. À l'époque, chacun apportait sa bûche ou une poignée de châtaignes dans la maison qu'il recevait. Lui, il apportait son violon, il jouait. Oh, c'était beau. Et puis, le choléra nous a tué la musique. On n'avait plus dans la tête que ces mots qu'il répétait avec son drôle d'accent. Ainsi va la vie. Ainsi est allée ta vie, grand-père. Une vie de flotteur bien remplie, et cependant pas toute remplie du flottage. Parce que tu l'as vu mourir, ton flottage. Attaqué de tous côtés. Sous le Premier Empire, la capitale brûlait en moyenne 1 million de stères par an. L'année 1804 fut une année record, où 5000 trains arrivèrent sur les chantiers parisiens. Mais ainsi va la vie. Napoléon Ier fit achever le creusement du canal de Saint-Quentin. Résultat, à partir de 1821, le charbon du Nord arriva en quantité à Paris. Les Parisiens ne virent bientôt plus que par la houille, d'autant que des trains de vitesse s'étaient mis à alimenter la capitale à raison de 1000 tonnes de charbon par voyage. Lutte inégale, le bois céda. Tu ne conduisis pas le dernier train qui s'élança de Clamecy en l'année 1877. Ton âge t'avait contraint à lâcher le métier. Et c'est un vieux marinier nostalgique qui achemina un bois de chauffage dont les Parisiens, de toute façon, n'auraient bientôt plus besoin. Tout bien considéré, il était obligé que mes parents partent chercher du travail ailleurs. Obligé que je quitte ce pays pour aller étudier. Mais le hasard se veut prodigue. Voici que de cette boîte magique, je tire une dernière image qui te fait de nouveau apparaître. Avec moi, ton petit-fils, à tes côtés. Je regarde la date, 1902. Ta dernière année, grand-père. Quand je pense vendre ta maison, eh bien non, je la garde. J'y reviendrai ce soir, je te le promets. Mais avant, permets que je me rende sur le pont de Bethléem. J'entends la fanfare, les cris de la foule. Tout m'appelle vers ce spectacle dont tu fus si souvent le roi dans ta jeunesse. Au rythme saccadé des tambours, la barque des rouges descend à la rencontre des bleus. Tu es sur le trinquet, lance en main. Tu es heureux, vous êtes tous heureux, flotteurs de Clamecy. Ce jour est votre fête, cette coulée d'Yonne entre le Pertuis et le pont, c'est votre cours de récréation. Pour un temps, oui, vous êtes heureux, comme des enfants. Et je repense au petit homme que tu as été, au petit homme que j'aurais pu être, au petit garçon qui levait ses doigts au creux de ta grosse main calleuse, parce que les tambours lui faisaient peur. Tu peux te réjouir, flotteur Boiseau Joseph.
Tu n'es pas mort tout entier. Ce grand flot d'images fait déjà lever en moi d'autres souvenirs, témoins d'un passé que je croyais enfui. Bien plus qu'un heureux hasard, ce retour au pays aura été une chance. Et comme il sonne juste ces mots, appris je ne sais quand. Mais qui donc a jamais guéri de son enfance ?